Godin est né en 1817 dans un tout petit village pas très loin d'ici, à Équerry. Il n'est pas issu d'une famille riche, son père est artisan, certifié. Godin doit quitter l'école à 11 ans pour aller travailler définitivement dans l'atelier familial. Il voulait s'élever et devenir instituteur, mais c'est raté en quittant l'école à 11 ans. Il va avoir l'opportunité à 17 ans d'accompagner son cousin Jacques-Nicolas Moret dans le Tour de France des compagnons du devoir en serrurerie. Alors Godin ne deviendra pas compagnon, mais il accompagne son cousin pendant 2 ans. Il suit les routes de France du nord au sud, d'est en ouest. Il apprend énormément de choses, mais ce qu'il va retenir de ce voyage, c'est la découverte des conditions de travail, de logement des ouvriers au début du 19e siècle. Une misère totale, des gens qui sont à la merci de leur employeur, totalement et légalement. Vous avez par exemple des journées de travail extrêmement longues. Vous travaillez parfois 13 à 14 heures par jour. Vous n'avez pas de jour de repos obligatoire en France, pas avant 1906. Donc vous pouvez légalement travailler 7 jours sur 7. Vous n'avez pas de protection dans l'entreprise. Vous êtes également embauché, débauché du jour au lendemain sans aucun problème. Et pas de sécurité sociale pour vous protéger. Vous ajoutez à cela, à ces conditions de travail terribles, des conditions de logement très néfastes pour les personnes qui travaillent dans les usines, c'est-à-dire des taudis, des pièces de 25 à 30 mètres carrés où les gens s'entassent à 8 ou 9, la famille complète. Donc imaginez 25-30 mètres carrés, des sols en terre battue, pas de chauffage correct, pas d'eau bien évidemment, et la plupart du temps, pas de fenêtres. Car en France, on paye un impôt sur les portes et les fenêtres de 1798 jusqu'à 1926. Donc pour échapper au fisc, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous rebouchez votre fenêtre. Dans ce cas-là, vous ne payez pas l'impôt, mais vous échappez à l'air et à la lumière. Ce qui donne des tas de problèmes, promiscuité, insalubrité, 100 000 morts en France en 1832 dû aux épidémies de choléra. Fatalement, ça va toucher les personnes qui vivent dans ces taudis. Godin est encore plus choqué par ce qu'il découvre en plus de tout cela, la misère intellectuelle des personnes qui ne savent rien, qui n'ont aucune instruction, aucune éducation, tout simplement parce que beaucoup ont quitté le système scolaire à l'âge légal d'embauche des enfants qui est en 1835 de 8 ans. Donc à 8 ans, vous commencez à travailler dans les manufactures, dans les usines, et vous n'avez plus les moyens de vous élever dans la société. En travaillant 14 heures par jour, vous n'allez pas prendre des cours du soir. Vous êtes abruti complètement par le travail à ce moment-là. Donc Godin, qui, n'oubliez pas, vient d'un petit village de tirage familial, est choqué parce qu'il découvre, il se fait une promesse à 19 ans. Si un jour j'arrive à m'élever au-dessus de la condition ouvrière, ce qu'il est pour l'instant, je ferai en sorte de redonner à mes propres employés des conditions de vie décentes et je relèverai le travail de l'abaissement où il est tombé. Voilà pour sa promesse. Alors il ne la met pas tout de suite à exécution, il rentre dans son village, à Équerry, il se marie avec la fille d'un serrurier, Esther Lebert, et il fonde un atelier de serrurerie comme son père avant lui. Il va, reprendre la suite. Mais en 1840, Godin va innover en déposant un brevet fondamental, le premier brevet pour la fabrication d'appareils de chauffage en fonte de fer. Car avant Godin, on va fabriquer essentiellement des appareils de chauffage en tôle de fer. Ce que le serrurier peut réaliser, Godin en a fabriqué. C'est long à fabriquer, c'est artisanal, c'est peu durable, c'est de la tôle de fer, et surtout, c'est absolument pas performant. Vous ne gardez pas la chaleur. Godin a l'idée d'appliquer les propriétés de la fonte de fer pour réaliser ces appareils de chauffage. C'est évident aujourd'hui, pour l'époque, c'était une révolution. C'est la clé de la fortune pour Godin. Il a 3 apprentis pour commencer, en 1840, et en 1846, il est déjà passé à 30 salariés. Donc c'est très rapide. Il va devoir déménager pour venir s'installer à Guise en 1846 pour pouvoir enfin fondre sur place. Car à Équerry, il était obligé de faire fondre en Belgique, de ramener les éléments et de les assembler sur place. Alors en 1846, Guise n'est pas une petite ville, c'est déjà une ville de plus de 4000 habitants. Donc vous avez une réserve d'employés pour travailler dans vos manufactures.
Vous avez également de l'eau. L'Oise qui passe à Guise, qui va fournir de l'eau pour refroidir vos ateliers de fonderie. Et ça, c'est fondamental pour mettre en place cet ensemble. Vous avez des voies de communication importantes pour diffuser votre production. Donc voilà pourquoi Godin s'installe ici dans cette grande ville. Pour l'époque, c'est réellement une ville importante. Ce qui va lui permettre de développer son atelier et puis par la suite sa manufacture. Alors on va aller voir maintenant tout au fond du bâtiment des Éconois exactement ce qu'est le familistère et la manufacture. Qu'est-ce que ça représente en superficie et d'un point de vue architectural, les bâtiments eux-mêmes, qu'est-ce que c'est? Alors, cette maquette date de 1931, elle est réalisée par un ouvrier menuisier des usines et vous montre l'extension maximale de la société du familistère de Guise en 1931. Il faut bien imaginer qu'au départ, vous n'avez pas ces 6 hectares de manufacture. Godin va commencer avec un atelier beaucoup plus restreint. Pour commencer, en 1846, Godin est devenu patron. C'est plus un simple ouvrier. Il va peut-être mettre en pratique sa promesse quand il avait 19 ans. Et effectivement, en 1846, il va déjà mettre en place un jour de repos obligatoire. Le dimanche, on ne travaille pas dans ces manufactures. Alors pas du tout par conviction religieuse, Godin est anticlérical, mais par convention. C'est pour que les familles puissent se retrouver et avoir un peu de temps libre. Il a 60 ans d'avance sur la loi de 1906 qui donne un jour de repos obligatoire par semaine suite à la catastrophe de Courrières dans les mines de charbon dans le nord de la France. Donc c'est important là pour les personnes qui vont venir travailler chez lui. Il va également mettre en place en 1846 une caisse de mutualité. Vous allez payer les frais d'hospitalisation, les journées de maladie, les pensions d'invalidité par la suite grâce d'abord à un système qui fonctionne quand ils sont peu dans la manufacture. Ce sont les amendes que payent les employés quand ils arrivent en retard, quand il y a des malfaçons, quand ils sont ivres, qui permettent d'alimenter cette caisse de mutualité qui est gérée par un groupe d'employés, élus par et par les autres employés. Et puis, à partir de 1850-53, Godin commence à avoir de plus en plus de monde qui travaille chez lui. Ils sont plus 40, mais plusieurs centaines. Donc, il met en place des cotisations sur les salaires pour payer cette mutualité. On a là presque 100 ans d'avance sur la sécurité sociale telle que nous la connaissons en France, qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. Il va progressivement, dans sa manufacture, baisser le temps de travail. On a pu s'abrutir avec 14 heures de travail par jour, mais passer à peu près à 11 heures de travail par jour. Ça paraît peut-être beaucoup pour nous aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est une vraie révolution, d'autant plus que vous travaillez moins, mais vous êtes payé plus. Godin va augmenter les salaires d'à peu près 10 à 13% pour l'ensemble des personnes qui viennent travailler chez lui. N'oubliez pas sa promesse, il faut relever le travail de l'abaissement où il est tombé. Ça veut dire donner une valeur au travail que vous réalisez, donc une valeur financière. Mais vous avez aussi une stratégie industrielle. En faisant cela, Godin attire chez lui une main-d'œuvre motivée, très motivée, qui va tirer la production vers le haut et qui n'ira pas travailler chez ses concurrents. Et dès 1846, il va s'assurer sur 30, parfois 50 km à la ronde, la suprématie sur tous les autres, car on ne trouvera pas d'ouvriers mouleurs, sculpteurs, fondeurs compétents ou prêts à aller travailler chez d'autres personnes quand on peut aller travailler chez Godin, car Godin embauche constamment. Ça fonctionne, sa manufacture. Donc voilà ce qu'il met en place pour les conditions de travail. Maintenant, pour comprendre le familistère, il va falloir faire un tout petit retour en arrière en 1842. Par exemple, Godin est toujours dans son petit village et il découvre dans un journal de Saint-Quentin la doctrine d'un Français qui s'appelle Charles Fourier. Il découvre le fouriérisme. Charles Fourier est un Français né en 1772, décédé en 1837, qui fait partie de ce que l'on appelle les socialistes utopiques. Cabet, Owen, Saint-Simon, Fourier, Godin en font partie. Et Fourier, comme d'autres, veut révolutionner la société, veut transformer radicalement la société qui est inégale, qui est injuste, qui n'est pas démocratique, qui n'est absolument pas harmonieuse. Il veut réaliser un monde nouveau, démocratique, harmonieux, etc. Et pour cela, il va théoriser un modèle.
Le modèle de Charles Fourier, ce sera le phalanstère. Le phalanstère, c'est la cité idéale des travailleurs, le lieu de rassemblement de tous vos travailleurs, travail agricole pour Charles Fourier, où vous allez avoir une nouvelle donne économique, une nouvelle donne sociale, une nouvelle donne au niveau de la gestion de ce phalanstère et un ensemble architectural nouveau. Malheureusement, Charles Fourier décède en 1837 sans avoir jamais réalisé concrètement de phalanstère. Ça reste à l'état d'idéal, de projet. Son disciple Victor Considérant reprend le flambeau, fonde l'école sociétaire, l'école des fourriéristes, d'accord, pour promouvoir les idées de Charles Fourier. Et Gaudin découvre l'école sociétaire dans ce journal de Saint-Quentin en 1842. Il adhère donc immédiatement, il va devenir phalanstérien, ça sera sa profession de foi politique. Tout au long de sa vie, il restera phalanstérien et il va vouloir, avec Victor Considérant et avec d'autres fourriéristes, réaliser ce phalanstère, réaliser ce monde juste, ce phare qui doit illuminer le monde de nouvelle justice sociale. Il va investir du temps et petit à petit de l'argent. Et en 1853, Gaudin investit 100 000 francs or, ce qui équivaut à un tiers de sa fortune totale à l'époque, pour aller réaliser un phalanstère avec Victor Considérant, non pas à Guise, mais au Texas. Il investit de l'argent dans la société de colonisation du Texas. À quelques kilomètres de futurement Dallas, on va réaliser à Réunion le premier phalanstère. Pourquoi aux États-Unis ? Pour réaliser un monde nouveau, il faut un pays neuf, pays de la liberté, des grands espaces où tout est possible, et où on n'a pas le carcan idéologique de la vieille Europe qui vous empêche de réaliser votre rêve économique, social, architectural. Malheureusement, et heureusement pour nous, c'est un échec total. En 1856, Gaudin va se retirer de la société de colonisation du Texas. Il se rend bien compte que ça n'aboutira pas. Mais dans l'affaire, il a quand même perdu un tiers de sa fortune, ce qui est considérable, et il a perdu un idéal. Réaliser un phalanstère avec Victor Considérant et avec des fourriéristes en général, ça n'a pas marché. Et Gaudin va écrire en substance: si je ne peux pas réaliser mon idéal avec d'autres, je le ferai tout seul. Je le ferai moi-même. Je réaliserai ma propre conception de la cité idéale à partir de mon outil de production qui fonctionne de toute manière très bien. Pour perdre un tiers de sa fortune, il fallait déjà qu'il ait une fortune. Il va réaliser un famillistère, le palais des familles, le lieu de rassemblement des travailleurs et de leurs familles. Ce sera sa propre conception du phalanstère. Et le fait est que c'est le seul ensemble d'inspiration fourriériste qui a été réalisé dans sa globalité et qui surtout est fonctionné. Et qui est fonctionné dans la très longue durée. Donc c'est grâce à l'échec du Texas que ce site unique au monde a pu voir le jour. Alors Gaudin va réaliser d'abord un programme d'habitation. Vous commencez avec l'aile gauche en 1859-1862, puis le pavillon central 1862-1865, puis le pavillon d'aile droite en 1877. Ça, c'est le projet initial, on voit bien la symétrie de l'ensemble. Et puis, Gaudin se remet au travail en 1882, le pavillon Cambrai sur la route qui mène à Cambrai, et en 1884, le pavillon Landrecy sur la route qui mène à Le Quesnoy, Valenciennes, Landrecy. Donc 5 pavillons d'habitation qui serviront à loger vos travailleurs. Exactement. Non pas vos ouvriers, mais bien vos travailleurs, car vous allez loger l'ouvrier mouleur, le charpentier, le chef d'atelier, le contremaître, le patron. Gaudin habite avec ses propres employés. Il a un appartement ici au premier étage de l'aile droite que vous visiterez tout à l'heure sans moi, dès 1877. Mais avant, il habite dans les autres pavillons, parce qu'il ne construit pas tout ça d'un seul coup. C'est 25 ans d'édification et 2 millions de francs or qui sont tirés de sa manufacture, des bénéfices qu'il tire de sa manufacture et réinvestit totalement dans son projet. Donc un habitat unitaire, vous faites l'unité dans la société, pas de différence à l'origine architecturale entre les gens qui habitent là, quelles que soient vos catégories sociales. Un habitat où vous êtes locataire. Gaudin ne vous donne pas un appartement, il vous responsabilise aussi. Vous allez payer un loyer.
pour l'appartement que vous occupez. Loyer qui permettra, dans l'idéal, de rembourser sur 50, 60, 70 ans, parce que vous allez voir le prix, le coût du loyer par rapport à ce qu'on a ailleurs, rembourser l'investissement de Godin au départ. Donc ça, c'est sur le long terme. Et vous êtes surtout, et ça c'est le plus fondamental, libre pour travailler ici. Vous n'êtes pas obligé d'habiter un appartement au palais social. Vous êtes complètement libre. Si vous ne voulez pas y habiter, vous aurez la même paye, la même caisse de mutualité, les avantages de la voiture. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez réaliser. Par contre, il y a un petit truc quand même, quand vous n'habitez pas un des 5 pavillons d'habitation, vous n'avez pas accès à ce que Godin va appeler les bâtiments d'équivalent de la richesse. Car la richesse, ce n'est pas que l'argent, c'est la culture, l'éducation, l'hygiène, le loisir, ça aussi c'est important, et des produits de nécessité courante le moins cher possible. Godin va commencer son programme d'équivalent de la richesse, c'est-à-dire de redonner à tous de manière collective les équivalents de cette richesse que l'on peut avoir quand on a l'argent, avec les économas. C'est là où vous vous trouvez, dans les arrière-boutiques. Les économas, ce sont les magasins où vous revendez à prix coûtant les produits de nécessité courante, pain, lait, viande, fruits, légumes, etc. à prix coûtant, car Godin va vouloir, et va réaliser cela, supprimer ce qu'il appelle les parasites. Les intermédiaires entre la production et la consommation vont tous être supprimés, il vend à prix coûtant et il achète en gros, ce qui ne lui fait pas forcément que des amis. Il faut imaginer quand même 2000 personnes qui habitent les pavillons d'habitation, et qui vont consommer bien évidemment aux économas et qui ne vont plus aller consommer en ville. Ce qui, dans une ville de 4000 habitants, va créer quand même quelques tensions. Mais Godin voulait absolument pouvoir redonner. C'est pas un don, d'accord? Vous achetez, mais avoir un bâtiment pour vendre à prix coûtant le moins cher possible sans se faire de bénéfices. Donc vous ne faites pas du bénéfice sur le dos des personnes qui viennent consommer chez vous. Ça, c'était extrêmement important. Voilà pour les économes. Il va continuer son projet en 1870 avec la buanderie-piscine. Une buanderie pour pouvoir laver le linge avec des machines à main, bien évidemment, mais avec de l'eau chaude, avec des produits, avec des gens qui sont là responsables de la buanderie et un immense séchoir au premier étage. Eh bien, quand il fait moche, on va pouvoir tout de même sécher son linge, ce qui évite de le faire dans les appartements. Godin va interdire tout ce qui est lessive à l'intérieur des appartements, qui était une cause de problèmes à l'intérieur des appartements, d'humidité, d'insalubrité, et donc tout se fait dans la buanderie. Et il accole à ce bâtiment une piscine qui en 1870 va être couverte, va être gratuite pour les personnes qui habitent le palais social et qui surtout va être chauffée. C'est l'eau du circuit de refroidissement des ateliers de fonderie qu'on récupère en fin de course pour chauffer l'eau de la piscine. Enfin, il va mettre en place un plancher mobile qu'on remonte avec un trail pour que les petits-enfants puissent apprendre à nager. On a 2,50 m de profondeur dans la piscine. On va remonter ce plancher en bois du fond de la piscine pour que les enfants viennent profiter de l'ensemble. Donc ça, c'est pour l'hygiène. C'est pas pour le sport. Cette piscine ne servira jamais pour le sport. Vous allez voir, elle fait 50 mètres carrés, donc ce qui est vraiment petit. Elle sert pour se détendre, se délasser, prendre soin de son corps et donc de son esprit entre le lieu de travail et le lieu d'habitat. Car vous avez également des cabines de douche chaudes avant d'entrer dans la piscine. Et on est en 1870. D'accord? C'est ça qu'il faut bien se remettre en tête. Autre ensemble qui malheureusement disparaît, il se trouvait derrière le pavillon central, qui disparaît en 1917 pendant la Première Guerre mondiale, c'était le Bambina Pupona, la crèche, qui est gratuite en 1876, qui est éclairée et chauffée de jour comme de nuit. Vous pouvez laisser votre enfant de 0 à 4 ans gratuitement et donc travailler. Ça s'adresse surtout à la femme qui, au 19e siècle, s'occupe des enfants. Elle n'est plus obligée de rester à la maison si elle veut travailler ou si elle n'a pas le choix. Une femme seule va pouvoir s'émanciper, travailler et laisser son enfant gratuitement. Enfin, le plus important dans tout ça, pour Godin, c'est ce que vous avez ici. Le plus important, car je ne vous ai pas parlé du kiosque à musique, du jeu de tir à l'arc, du jardin, d'accord? Ça, ce sont des agréments pour le loisir. Mais au centre de la place, vous allez avoir le théâtre. Alors, pas d'église, mais un temple de l'esprit et de la culture. Donc, parfaitement laïque,
pour les représentations, les conférences, etc. Et de chaque côté, les écoles, des écoles qui en 1862, à l'origine dans l'aile gauche, qui sont transférées en 1870 ici, sont gratuites, obligatoires jusqu'à 14 ans, laïques. On a 20 ans d'avance sur les lois de Jules Ferry en 1882. Là, on est en 1862. Godin va donc se faire bien taper sur les doigts à cause de la laïcité, car on n'est pas du tout dans une société laïque. On veut imposer un enseignement religieux. Godin va refuser, ce qui lui attire vraiment beaucoup d'ennuis. Mais ce qui lui attire le plus d'ennuis, c'est qu'il va faire quelque chose de considéré comme très dangereux et subversif à l'époque. On va aller interdire aux enfants de la ville de fréquenter les enfants, de débaucher du familistère. À cause de quoi? À cause de école gratuite, obligatoire, laïque et mixité. La mixité, les filles et les garçons dans la même classe. Et ça, c'est impossible pour l'époque. Godin va mélanger les filles et les garçons. La fille, c'est bien pour elle que ça s'adresse, aura le même enseignement que le garçon. Elle pourra trouver du travail, avoir un salaire conséquent. Elle est traitée à l'égal de l'homme, car Godin va écrire « La femme doit devenir l'égale de l'homme ». Attention, ce n'est pas du féminisme, c'est du fourriérisme. Vous le retrouvez dans Charles Fourier, cela. L'égalité entre les hommes et les femmes. Et il le met en pratique, ce qui lui vaut vraiment des tas d'ennuis. Sachez tout de même qu'en France, le principe de la mixité dans l'école publique n'est reconnu par la loi, et j'ai bien dit par la loi, seulement en 1973. On est en 1862 là, donc on est un peu attardé quand même en France, pour reconnaître le principe de la mixité. Donc voilà ce qu'il met en place dans son ensemble, fourriériste, mais on va pouvoir dire presque godiniste, même si le mot n'est pas très beau. Godin, après qu'il ait réalisé le plus fondamental, ce que je ne vous ai pas encore dit. Voilà la sortie des usines Godin, ici en bas, certainement en 1908, d'accord, à Guise, et la sortie d'une filature, la filature Caen, qui se trouve à Guise, à quelques centaines de mètres de Guise, d'accord. Donc la même époque, 1908 certainement aussi, ou peut-être 1909, ça ne change pas grand-chose. Voilà une sortie d'usine avec des ouvriers, vous les avez ici, des femmes qui ne sont pas forcément très bien habillées, et les hommes non plus, et des enfants qui ne sont pas là en sortie de l'école, qui travaillent. On travaille encore quand on est là, peut-être 12 ans, 11-12 ans, ils travaillent dans la filature. La même époque, la même sortie d'ouvriers, c'est pas la sortie des contremaîtres, ça fait beaucoup de contremaîtres, c'est les ouvriers. Beaucoup de canotiers, beaucoup de gens qui ont acheté le journal, donc ils vont lire le journal, et des enfants qui viennent chercher leurs parents. Ça, c'est le costume des écoles. D'accord? Donc, ils viennent chercher leurs parents à la sortie des usines. Et regardez bien l'habillement. Vous avez une sacrée différence de prestance, de standing, cherchez le mot français, mais de standing entre deux catégories d'ouvriers. Mais qui, pour certains, sont considérés rapidement par la ville comme une sorte d'aristocratie ouvrière, comme une élite ouvrière. Et on va voir pourquoi, dans les faits, cette photo le montre bien, pourquoi on arrive à cette situation-là, ou comment Godin a transformé ses employés en capitalistes. J'en dis pas beaucoup plus, je vais vous l'expliquer réellement parce que j'ai utilisé la phrase de Godin, c'est pas moi qui ai dit ça. Présenter alors tous les ouvriers dans les questions de salaire du travail, mais surtout, parce que là c'est marqué tous les ouvriers, pour vous l'expliquer un peu plus, c'est surtout les ouvriers. Godin a dit, il faut que mes employés deviennent capitalistes. Il l'a écrit comme ça, on appellerait actionnaire aujourd'hui. Même s'il n'y a que les gens qui travaillent qui pourront devenir membres de l'association coopérative, donc actionnaire. Il va ouvrir son capital social. Tout ça vaut, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4,5 millions de francs or. Tout lui appartient à 100%. En juillet 1880. C'est bien lui qui est à l'origine de tout ce qu'il a réalisé, qui a investi et réinvesti les bénéfices, mais tout lui appartient. Bien, il ouvre son capital social en août 1880. En fait, quand il fonde l'association coopérative du capital et du travail. Vous allez voir à ce moment-là, quand vous adhérez au statut, attention, il faut absolument adhérer au statut de l'association coopérative, et quand vous avez une moralité et une conduite irréprochable, ça c'est voir à différents degrés. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir acheter des parts du capital social. 15 francs, 20 francs, 300 francs, 500 francs, parfois même plus. Au départ, Godin va même
essayer de faire de la pédagogie, il va donner quelques actions. Je vais les appeler des actions, 15 francs, 20 francs maximum, à certains de ses ouvriers. D'accord, là, je ne parle pas du contremaître ou du chef de l'atelier. Et on en a quelques-uns qui vont jeter tous ces bouts de papier dans l'Oise, en les déchirant. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce patron? Si l'entreprise, elle coule, est-ce qu'on va être débiteur, eh bien, de l'entreprise? Et quelle est la contrepartie derrière? Il nous a déjà donné des tas d'avantages. Il faut bien se rendre compte qu'on est en 1880, donc tout ça fonctionne. Il y a les logements, il y a les équivalents de la richesse, il y a le salaire qui est supérieur, on travaille moins. Et en plus, il est en train de mettre en place quelque chose qu'on se demande. On a des questions légitimes, hein, parce que c'est unique. Pour l'instant, on n'a pas de précédent pour comprendre ce que Godin va faire. Donc Godin va faire beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi, eh bien, vous pouvez, et c'est intéressant, de devenir membre de l'association coopérative et d'avoir une participation dans le capital. Godin, c'est pas que le capital, c'est le capital, le travail et le talent. Ce que vous avez ici, je vais y revenir après. Maintenant, vous pouvez donc rentrer dans l'association coopérative, avoir une part du capital. Je vais juste terminer, parce que je risque d'oublier tout à l'heure, la suite. En 1880, tout appartient à 100% à M. Jean-Baptiste André Godin. Eh bien, en 1893, donc 13 ans après, tout est passé à 100% dans les mains des membres de l'association coopérative du capital et du travail, dans les mains de tous ses membres. D'accord ? Godin n'a rien gardé pour ses héritiers ou successeurs ayant droit. Il a tout transféré à 100%. Quand il décède en 1888, ce n'est donc pas évidemment un petit-fils, un fils qui reprend à la direction, il n'y a plus de directeur, c'est obligatoirement un nouvel administrateur gérant qui va être élu par l'Assemblée générale de l'association parmi les associés. Et le fait est qu'en 1888, qui est élu administrateur gérant? C'est Marie Moret, sa seconde épouse, qui va prendre la gestion pendant 6 mois. En fait, elle est élue, elle faisait partie du conseil de gérance, et elle va être élue parce qu'on a peur. Le fondateur vient de mourir, on demande ce que ça va devenir. Donc c'est sa seconde épouse, Marie Moret, qui accepte, parce qu'elle peut refuser, qui accepte, mais ça sera pour 6 mois seulement. Elle veut juste faire l'intérim, la transition entre la mort du fondateur et la mise en place d'un nouveau système de gérant, d'un nouvel administrateur gérant. Donc effectivement, on a quand même une femme qui n'est pas à la tête, plus vraiment de tête, mais qui va prendre les décisions, gérer avec le conseil de gérance et présider ce conseil de gérance et surtout le conseil de l'industrie, qui est lui, excusez-moi pour le coup, est 100% masculin, le conseil de l'industrie. Parce que ça reflète aussi ce qu'on a au niveau de l'industrie. Donc ça, c'était quand même important. Je voulais vous le préciser, comment ça va se terminer, et que Godin ne reste pas majoritaire, non là, qu'il va tout transférer, pour ne rien garder. Il faut vraiment que vos travailleurs prennent possession de leur outil de production. Et ils vont devenir effectivement propriétaires à 100% de l'outil de production, mais également de l'outil de consommation, les économes, et de leur outil d'habitat, le famistère. Et tout est passé dans les mains des membres de l'association coopérative. Donc voilà ce qui était important de dire. Sachant maintenant que ça fonctionne de août 1880, j'ai entendu tout à l'heure, certains le savent, jusque juin 1968. C'est une des plus longues et des plus complexes expériences d'autogestion, c'est connu au monde. Près de 90 ans, avec une première guerre mondiale, une reconstruction, une crise de 29, une crise de 36, une seconde guerre mondiale et une nouvelle reconstruction. Et on n'emploie pas 30 à 40 personnes comme dans certains systèmes coopératifs. Ici, c'est 2300 personnes. Je parle en 1928-1930, d'accord, qui fonctionnent sous ce système-là. Donc ça, c'était le plus important. On va revenir après, parce que je pense que vous aurez des questions sur pourquoi la fin en juin 1968. Mais maintenant, revenons au système prévu par Godin. Vous allez devenir propriétaire d'un autre outil de production si vous adhérez au statut et si vous devenez membre de l'association coopérative. La majeure partie des membres de l'association coopérative est composée par les auxiliaires. Ce que vous avez ici, très peu de devoirs, il faut travailler pour l'association, donc ça veut bien dire, soit dans la manufacture, soit dans les bâtiments, en équipement de la richesse, et dans les droits, vous êtes juste protégé par les assurances mutuelles contre les maladies, les accidents du travail et la pauvreté. Ce qui déjà, pour l'époque, est quelque chose d'assez novateur. Mais
vous n'allez pas forcément avoir ici de rémunération. Vous n'avez pas acheté de part de l'entreprise, de part du capital social. Vous voyez bien qu'il n'y a pas les auxiliaires ici. Hein. Ils sont exclus de l'ensemble. C'est aussi pour ça qu'il fallait un syndicat pour représenter cette masse importante, malgré tout, hein, 52%, c'est pas rien, des membres de l'association coopérative du capital et du travail. Parce qu'après, c'est complètement différent. Vous pouvez devenir participant. C'est pas si vous le décidez. Il faut pour cela être admis par le conseil de gérance, d'accord, qui va statuer sur votre admission. Mais c'est pas très compliqué pour devenir participant. Être âgé de 21 ans au moins, travailler pour l'association depuis 1 an, faire ses preuves, encore qu'1 an ce n'est pas énorme, et avoir une moralité et une conduite irréprochable. Et vous adhérez au statut de l'association coopérative. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas forcément adhéré au statut de l'association coopérative. Vous êtes un travailleur, mais vous ne faites pas vraiment partie de l'association coopérative du capital et du travail. Parce qu'ici, vous allez avoir acheté, si vous le souhaitez, des parts de l'entreprise, vous vous trouvez ici, et vous allez avoir des dividendes sur les bénéfices nets produits par l'ensemble, d'accord ? Pas forcément par la manufacture, même si dans les faits, cet ensemble du système-là est plutôt déficitaire. Je parle de l'habitat et des équivalents de la richesse par rapport au reste. 1%, on ira à hauteur de 1% pour les participants. Et donc vous avez là des droits, je viens de vous le dire, à participer aux bénéfices au titre du travail et du capital, droit prioritaire à l'emploi, après les associés, il y a quand même des gens au-dessus, mais c'est très important, c'est la main-d'œuvre qui risque de partir en premier, encore une fois, ce sont les auxiliaires, il n'y a pas de droit prioritaire à l'emploi, et vous êtes protégé toujours par les assurances mutuelles, comme ici. Vous pouvez ensuite passer sociétaire. De nouveau, il faut être admis par le conseil de gérance, qui va vérifier que vous êtes toujours âgé de 21 ans moins, que vous travaillez pour l'association depuis 3 ans, obligatoirement, que vous habitez au palais social. Et ça, c'est important. À ce moment-là, pour devenir sociétaire, il faut obligatoirement avoir un appartement, ici, au sein d'un des 5 pavillons d'habitation. Ici, non. Vous pouviez habiter ailleurs. Là, c'est obligatoire d'habiter au palais social, et ce qui est obligatoire, c'est de scolariser ses enfants. Sinon, on ne deviendra pas sociétaire. Et enfin, toujours la même chose, adhérer au statut, avoir une moralité, une conduite irréprochable. Ça, on l'a pour tous les... sauf pour les auxiliaires. Mais qui font pas partie vraiment de l'association coopérative du capital du travail. Qui vont juste pouvoir, pour certains c'était juste suffisant, être protégés par les assurances. Et là, vous bénéficiez de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bénéficier des services d'éducation de l'enfance. Pourquoi ici ce n'est pas marqué ? Parce que vous n'êtes pas obligé d'y habiter. Je vous ai bien dit qu'on bénéficie de tout ça quand on habite le palais social. C'est bien marqué ici. Et vous participez au bénéfice au titre du travail et du capital à hauteur de 1,5%. Droit prioritaire à l'emploi après les associés, toujours après les associés, et être protégé par les assurances mutuelles. Et voilà comment on devient sociétaire. Enfin, une petite partie va pouvoir devenir associé. Et là, c'est le plus intéressant, pour le coup, au sein de l'association coopérative. Il faut être âgé de 25 ans ou moins. Alors, ne nous leurrons pas, il y a très peu de personnes de 25 ans qui deviennent associés. Souvent, ils ont plutôt 30-35 ans quand ils deviennent associés. Il faut obligatoirement savoir lire et écrire. Et voilà, je suis un peu coincé parce que c'est marqué ici, savoir lire et écrire, ce qui voudrait dire qu'ici, ce n'est pas obligatoire, mais on a des textes de Godin qui semble vouloir dire que pour habiter le palais social, il faut obligatoirement savoir lire et écrire. C'est-à-dire que les sociétaires devraient normalement savoir lire et écrire. Il voulait vraiment ouvrir son ensemble à tout le monde, mais il faut savoir lire et écrire. Par contre, il met en œuvre des cours du soir gratuits au sein de l'entreprise pour que les personnes puissent apprendre à lire et écrire et avoir un appartement. Donc là, je ne sais pas trop s'il faut le prendre au milieu de la lettre comme ça, ce qui est écrit ici, ou s'il faut juste dire dans les 2 cas, il fallait savoir lire et écrire. En tout cas, ici, c'est sûr, non. Et c'est important de savoir lire et écrire car vous allez pouvoir siéger au conseil de surveillance. Donc, vérifier les statuts, les comptes, au conseil de gérance, prendre toutes les décisions et peut-être être élu administrateur gérant. Il faut travailler ici depuis 5 ans. Il faut vraiment avoir fait ses preuves. Il faut habiter au palais social depuis 5 ans.
C'est pareil, il faut montrer qu'on est apte à vivre au sein de cet ensemble, de ce palais social. Il faut posséder une part du capital social de 500 francs, qui n'est pas forcément énorme, attention. Un ouvrier mouleur en 1870, pour l'heure de 1880, ça ne change pas énormément, gagne à peu près 200 francs par mois. Il n'est pas payé au mois, mais à la fin du mois, il a acquis 200 francs. Vous pouvez, au bout de 10 ans, largement mettre de côté 500 francs pour devenir associé. Vous devez toujours scolariser vos enfants. Attention, hein, que ce soit au sein de l'école du palais social, ou ailleurs. Godin ne vous oblige pas à mettre vos enfants dans une école gratuite, obligatoire, laïque et mixte. Mais vous avez le choix. Mais par contre, il faut obligatoirement les scolariser. Ça, c'est... Jusqu'à 14 ans. Ben oui. Sauf que dans la plupart des écoles autres, à cette époque-là, hein. C'est pas 14 ans, hein, pas du tout. Et même Jules Ferry, 1882, c'est 13 ans. Donc il n'y a que chez Godin, vous allez voir scolariser jusqu'à 14 ans. Mais à la limite, vous scolarisez vos enfants jusqu'à 13 ans dans l'école publique ailleurs. Mais après, c'est terminé pour votre enfant. Il a suivi sa scolarité jusqu'au bout. Mais il ne pourra pas travailler à 13 ans chez Godin. On ne peut travailler qu'à partir de 14 ans. Dans la bénéfique. Impossible avant. Ça, pour le coup, Godin est très clair là-dessus. Et s'il est aussi clair là-dessus, ici aussi, n'oubliez pas, c'est parce qu'il a quitté l'école à 11 ans. Et ça l'a vraiment marqué. Pour lui, c'est très important. Il faut enfin et surtout, et ça c'est le plus important, en plus de la moralité et la conduite, être élu par l'Assemblée Générale des Associés. Ce n'est plus une nomination, c'est plus le conseil de gérance qui va vous nommer si vous répondez, en fait, tout simplement aux critères demandés. C'est une élection. C'est-à-dire que peut-être que vous ne serez jamais élu associé. Vous devez présenter un projet quand vous voulez devenir associé. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir lire et écrire correctement, parce que c'est un projet au sein de l'association coopérative. Qu'est-ce qu'on veut apporter? Comment on veut faire évoluer les choses? Que ce soit au sein de la manufacture, au sein du conseil de l'habitat, du famille-terre et autres. D'accord? Donc il y a des gens qui voudront devenir associés, mais qui, pour le coup, ne deviendront peut-être jamais associés. Vous pouvez avoir un contremaître ou un chef d'atelier qui ne devient jamais associé, et un ouvrier mouleur, on a des tas d'exemples dans ce cas-là, qui lui s'est élevé dans la société, intellectuellement et autres, et qui devient associé. Donc vous me demandiez tout à l'heure qui siège à l'intérieur de ces conseils, c'est l'ensemble des classes sociales de l'association coopérative représentées par les associés qui ont été élus, donc forcément par l'ensemble des associés, par l'Assemblée Générale de l'association. Et là, pour le coup, quand vous êtes devenu associé, vous avez évidemment des devoirs qui sont importants, mais des droits qui sont en conséquence. Habiter au palais social à la retraite ou en cas d'invalidité. Alors que les personnes qui sont là, quand ils ont... Il n'y a pas vraiment de système de retraite, mais quand ils doivent partir de la manufacture à un âge un peu plus avancé qu'aujourd'hui, ils doivent quitter le palais social, puisqu'ils ne travaillent plus au sein du palais social, au sein de l'ensemble de la manufacture et palais social. Donc ils doivent quitter l'ensemble. Attention, pour le coup, ils ne vont pas se retrouver à la rue, car quand on quitte le système, vous êtes obligé de revendre l'épargne du capital social que vous possédiez. Vous ne pouvez pas les faire se disperser ailleurs. Ça doit rester obligatoirement dans les mains des gens qui travaillent. Quand vous êtes sorti du système, vous revendez vos parts qui seront revendues à d'autres, nouveaux, des personnes qui arrivent au sein de l'association coopérative. Donc vous récupérez cette part du capital, qui n'est pas forcément énorme, mais surtout, vous récupérez une part du capital, de la rémunération capitale. Car la rémunération, le dividende, vous l'avez sur le travail. Donc là, c'est 1,5, 2% pour les associés, d'accord? Ça, c'est en argent liquide à la fin de chaque année sur les bénéfices nets. Mais vous avez en plus une rémunération du capital. Vous allez avoir en fait des bons épargnes qui s'accumulent tout au long de votre carrière, non pas d'employé, mais de membre de l'association coopérative. Si vous avez commencé à 25 ou à 30 ans, quand vous quittez le système à 68 ou 69, vous allez avoir à peu près 30 ou 35 ans de bons épargnes qui sont accumulés toute votre vie que vous n'avez pas pu toucher et que vous récupérez à ce moment-là. D'accord? Et ça vous permet, pour le coup, de vivre tranquillement jusqu'à la fin de vos jours. L'espérance de vie n'est pas la même.
19e siècle qu'aujourd'hui. Surtout quand vous avez travaillé dans une fonderie. N'oubliez pas, les conditions de travail étaient peut-être meilleures, mais ce n'est pas non plus la panacée au sein de cet ensemble. Donc vous n'êtes pas mis à la rue, loin de là. Par contre, les associés, eux, gardent leur appartement jusqu'à leur décès. Et la personne qui partage leur vie va garder l'appartement jusqu'à son propre décès. Que vous soyez marié ou en union libre, car Godin autorise l'union libre. Ça aussi, ça va être l'horreur un peu partout. Alors pour le coup, il n'a pas trop le choix. Il divorce de sa première épouse, Esther Lemaire, en 1875-77. Et il va vivre en union libre au moins depuis, on ne sait pas quelle date, mais un peu avant, jusqu'en 1886 avec Marie Moret. Sa seconde épouse, donc il faut être congruent. Quand vous êtes en union libre, vous ne pouvez pas l'interdire aujourd'hui. Puis Godin était un esprit très moralisateur, attention, très strict, mais très libre aussi. Il va écrire le mariage est un reste d'esclavage. C'est très clair, sur sa position, comment il pense les choses. Bref, vous habitez au palais social à la retraite ou en cas d'invalidité. Vous percevez les titres des intérêts d'épargne, vous siégez à l'Assemblée générale des associés. Vous avez droit à une pension de retraite de 40% de votre salaire. Vous bénéficiez des services d'éducation et de l'enfance comme tous les autres. Vous participez aux bénéfices au titre du travail et du capital, ce que je vous ai présenté juste avant. Et vous avez un droit prioritaire à l'emploi en cas de chômage, devant tous les autres. Et puis après, c'est la même chose que ce qu'on trouve ailleurs. Donc voilà pour les membres de l'association coopérative. Et Godin veut essayer de mettre en place un système fondé sur le mérite. Il faut absolument qu'il y ait une hiérarchie des mérites et des services rendus à l'association. Ce n'est pas votre catégorie sociale qui fait que vous allez devenir associé. Parce qu'imaginez un chef d'association fier de sa personne, qui ne veut pas, et il y en a eu beaucoup au départ, qui ne veut pas habiter ce palais social avec comme voisin un ouvrier ou l'institutrice ou autre, qui veut garder sa petite maison ailleurs. Le fait est qu'il a le choix, il a le droit de faire cela, mais qu'il ne deviendra jamais sociétaire, ni jamais associé, bien évidemment, car il faut obligatoirement habiter le palais social.